Dans le discours architectural, le terme de minimalisme apparaît dans la deuxième moitié des années 70, avec des articles de revue qui utilisent le terme pour décrire des aspects morphologiques d'œuvres d'architectes. Être minimaliste, dans le sens commun, cela suppose une architecture primaire, simple, dépouillée, avec des formes géométriques élémentaires. Les orientations formelles de ce courant ont été vues pour certains chez Tadao Ando ou même chez Louis Kahn, définies comme minimalisme. Mais on peut penser que le caractère formel du minimalisme comme un signe du temps suggère la purification de la réduction comme geste le plus éloquent dans une époque qui est baignée par les images, les formes et le sens. On perçoit le minimalisme comme une éthique de la simplicité. En ce sens, l'intégrité éthique du minimalisme supposerait un acte authentique, simple et instantané de la perspective des valeurs symboliques et psychologiques physiques de base, telles que par exemple le temps, l'espace ou le silence. Afin d'ouvrir un dialogue avec la dimension spirituelle, avec le vide mental et spatial et intemporel, ça permettrait une pause de réflexion et peut-être une perspective différente de la réalité. La relation entre l'aspect métaphysique et économique est soulignée dans les propos du théoricien de l'architecture Charles Jencks, qui comprend le terme minimalisme comme une version bourgeoise de la fin du mouvement moderne, qu'il exprime grâce à cette phrase « Le minimalisme se prête à la spiritualité, mais il se prête également au shopping ». Vous avez par contre des architectures, comme ici à l'image, qui explorent des véritables expériences architecturales, comme par exemple la notion du pli, qui devient un artefact et qui peut se transformer en bâtiment. On peut dire que le prototype de toute architecture minimaliste, c'est le pavillon de Barcelone de Mies van der Rohe en 1929. Ici, on a très peu de choses à l'image, c'est-à-dire une plaque de toiture portée par un mur en marbre et des colonnes en aluminium qui se reflètent dans un bassin, lui-même une surface qui fait pendant à la surface blanche du toit. Donc très très peu d'éléments. Imaginez une maquette au 500e avec uniquement ces parties. On a déjà un projet complètement abouti. Le minimalisme est complexe à définir car il comprend des qualités insaisissables, de large diffusion géographique et historique et une apparition un peu floue. Aujourd'hui, nous ne savons plus exactement ce à quoi il renvoie. On trouve de multiples exemples d'œuvres minimalistes dans l'architecture contemporaine, mais le minimalisme, de par sa qualification peu précise ou trop généraliste, s'est vu attribuer une mauvaise image, considérée comme une architecture tape à l'œil, tendance ou mode. Là ici, vous voyez les projets d'un architecte espagnol qui s'appelle Frank Silvestre. Ici, une grande boîte ouverte sur ses extrémités qui repose sur un pilier central. À l'endroit de l'appui où on attendrait de la matière, on a évidé le volume pour faire une ouverture sur la façade, ce qui crée une forme d'ambiguïté. C'est un objet très étrange pour une maison. En même temps, il n'y a pas plus que sur une petite maquette au 500e, d'après ce que l'on peut voir sur l'image. Ici, une équerre en béton, et c'est la sous-face de cette équerre qui constitue l'espace de l'habitation. Vu sur l'autre côté, le projet se complexifie un peu avec un socle habité. Ici, toujours de l'architecte Frank Silvestre, une maison en L autour d'une piscine qui illustre l'idée du pli. Idée ou principe du pli que ceux ou celles d'entre vous qui travaillent sur la maison à Monneray peuvent retrouver ici dans cette image.
Autre maison pliée, ici sur un lac. Vous voyez que le sol de la maison, c'est-à-dire la dalle sur laquelle on marche, fait partie intégrante du pli et se décolle par rapport à la surface de l'eau et définit un reflet. Dans ce pavillon, l'imbrication d'une équerre qui forme un plancher et un mur avec une couverture plate qui est une surface, et le rapport entre les deux fabrique un bâtiment. Ici, un volume composé de deux parties dont l'une en porte-à-faux. Alors observez bien ce détail, on a l'impression que la partie en porte-à-faux ne tient sur rien, puisque la grande ouverture et la partie vide se connectent par à très peu de matière, c'est-à-dire l'angle du rectangle du haut correspond à celui du bas, donc on a une image très ambiguë de la masse, de la gravité. Deux boîtes, comme deux volumes imbriqués qui s'interpénètrent. Ici, toute notion de façade, de fenêtre, de percement a disparu au profit d'une abstraction totale. Ici, on est toujours dans la série des boîtes ouvertes, où le minimum de matière fabrique un cadre en béton blanc. Une équerre en béton brut. Ici, la matière est présente, les planches du coffrage, mais rentrent en résonance avec la matière du terrain. Donc une architecture un peu peut-être moins abstraite. Moins abstraite par rapport à ici, là où on nage dans l'évanescence totale, trois volumes blancs dont l'un soulevé qui abrite l'espace de la maison. On ne sait pas comment ça tient puisqu'il n'y a pas de contact sinon ténu par un point entre ces trois volumes. Donc l'idée d'illusion, de masse en lévitation, une forme d'architecture extrêmement minimale parce que abstraite comme une sculpture. Autre type d'abstraction, l'idée d'habiter un pli. Un ruban continu en béton qui se plie et une autre partie en verre qui vient prendre place. L'ensemble décollé du sol, flottant. On ne sait pas vraiment sur quoi ça s'appuie, comment ça tient. Donc encore une fois, une abstraction architecturale presque étonnante. Une maison au Mexique. Alors ici, on ne voit pas de baie vitrée, on n'a qu'une structure avec une grande boîte qui semble être en pierre et des poteaux qui contiennent une terrasse qui est lancée sur la pente. Ces peu d'éléments qui nous donnent peu de signes d'une habitation, des choses habituelles qu'on trouve dans une maison, les fenêtres, les rideaux, les volets, la cheminée qui fume. Là, on a plutôt un bâtiment qui pourrait être n'importe quoi, un abri, un bâtiment agricole, un bâtiment industriel, une école. C'est-à-dire l'abstraction, elle est aussi dans la fonction qui est signifiée ou pas signifiée par la forme. C'est aussi une architecture qui fonctionne par le rythme et la régularité des poteaux qui scandent ce grand volume horizontal. Quand l'architecture se contextualise, comme ici cette maison qui vient s'incruster en soutènement dans le paysage, les choses tout d'un coup prennent une épaisseur plus vivante, plus réelle. Je pense aux gens qui travaillent sur la maison Benetton ou des fragments de la maison Benetton. Là, on a une architecture qui fait corps avec le site ou avec le terrain. Vu de face, un simple portique répété, encore une fois des choses qu'on trouve dans la maison Benetton. On voit aussi une alternance de patio, de creux et d'éléments couverts vitrés. Donc une architecture, on peut dire, extrêmement élémentaire, extrêmement simple, mais qui par sa force, due à cette simplicité, peut avoir une valeur dans le paysage. Ici, une boîte comme un tube ouvert aux deux extrémités ou un conteneur qui repose sur deux murs.
Dans ce bâtiment, j'attirerai votre attention sur les joints de coffrage, la matérialité des parois, du béton. Imaginez avec du gros carton épais au 500e les joints des plaques. Là, on est sur quelque chose aussi d'extrêmement brut, d'extrêmement minimal, c'est-à-dire un volume capable d'abriter quelque chose. Quand le bâtiment est fait de la matière du site, ici des pierres qui supportent un grand linteau béton, le bâtiment se contextualise et devient du coup beaucoup moins abstrait. On a une architecture qui fait encore plus corps avec le site ou avec le paysage et qui paraît quelque chose de presque familier. L'image ici nous montre que le minimalisme possède des fondements plus profonds et plus riches qu'une simple mouvance de mode. Être minimaliste, c'est surtout tendre vers une vie simple, avoir un positionnement moral tourné vers la vérité et l'authenticité, croire en une philosophie du regard, des sens et des émotions. Le minimalisme va influencer une manière d'appréhender l'existence. En fait, c'est une éthique. Une éthique comme positionnement critique sur l'évolution de la société, de la consommation de masse ou la prolifération du faux et de l'inutile. Là, je crois qu'on ne peut pas faire plus simple. Un volume, presque un cube, avec un trou pour regarder à l'extérieur et un trou pour rentrer. On peut dire que ça, c'est le degré zéro de l'architecture. En même temps, c'est une œuvre d'un architecte célèbre, Álvaro Siza, Pritzker Prize, qui a fait en fait de ce bâtiment une chapelle au Portugal. Ce bâtiment intrigue dans le paysage. Par la force de son volume, il nous fait penser à quelque chose d'un peu monumental, tout en étant une construction domestique qui fait partie de ce paysage agricole, mais marque un lieu. Et on voit que le peu de choses qui existent dans ce volume, un trou, une échancrure en toiture, un muret devant qui se retourne pour fabriquer une petite terrasse, et en plus un arbre qui se détache et qui prend une importance cruciale, tout cela fabrique une architecture extrêmement simple mais raffinée, qui nous parle plutôt de paix, de sérénité, de silence. La perfection serait la qualité qu'un objet atteint une fois qu'il ne peut plus être amélioré par soustraction et lorsque toutes les composantes, les détails et les articulations sont réduits à l'essence. Pour conclure, je passerai la parole à Álvaro Siza qui nous parle de la forme et de la fonction et nous montre que la fonction est en deçà de la forme qui possède beaucoup plus de possibilités. Oui, je suis un fonctionnaliste. Et être fonctionnaliste, ça signifie dans le développement d'un projet un grand défi. C'est que ce qu'il faut est accomplir l'obligation vers un client de faire les choses comme sont nécessaires pour lui, mais en même temps d'aller au-delà de ça, parce qu'un bâtiment peut changer de programme. Et parce que je pense à un bâtiment, mon désir est qu'il va durer beaucoup de temps. Et l'exemple que je me souviens toujours, c'est le couvent. Le couvent fait pour une communauté avec une vie toute spéciale, qui a été perfectionnée par des siècles. À la fin, il sert pour tout. Il y a des couvents comme prison, municipalité, musée, école, maison, je ne sais pas. Et ça, c'est dans ce sens que je me sens fonctionnaliste.